Plongeons au cœur d'un des plus grands mystères de notre existence. Aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment de comprendre ce qui rend la matière consciente. Ouais, c'est un sujet qui donne le vertige. Complètement. L'idée de cette exploration approfondie, c'est de démystifier un peu cette notion de conscience. Et on veut le faire sans se perdre dans un jargon impossible à suivre. C'est l'objectif, oui. Pour ça, on va s'appuyer sur des données cliniques et théoriques assez incroyables. Plus particulièrement sur des extraits du livre Sizing Up Consciousness de Marcello Massimini et Giulio Tononi. Un ouvrage de référence sur la question. Exactement. Le but, c'est de comprendre ce qui différencie un simple amas de cellules d'un esprit capable de ressentir ou de rêver. Ok, décortiquons un peu tout ça. Par où on commence pour aborder un truc aussi colossal? Je pense qu'on peut commencer par ancrer cette réflexion dans la réalité physique, la réalité la plus brute. C'est-à-dire? C'est un sujet qui s'évapore très vite dans des débats purement philosophiques, donc il est crucial de revenir à la matière. Oui, il faut du concret. Exactement. Et pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut d'abord confronter notre intuition à un paradoxe fondamental. Ce paradoxe, d'ailleurs, il est illustré par un contraste qui me fascine. Prends les astronautes des missions Apollo. L'overview effect. C'est ça. Quand ils orbitaient autour de la Lune, ils ont vécu cet overview effect. En tendant juste le pouce, ils pouvaient cacher la Terre entière. Ça remet les choses en perspective. Toute l'histoire humaine, nos joies, nos guerres, toute notre expérience collective tenait dans une petite bille. Une petite bille fragile qui flotte dans le vide. Une immensité qui donne le vertige. Mais on peut mettre cette expérience spatiale en parallèle avec une situation beaucoup plus intime. Laquelle? Celle d'un étudiant en médecine qui assiste à sa première autopsie. Le moment où il se retrouve à tenir un cerveau humain dans ses propres mains. Ah oui. Ce qui est fascinant ici, c'est le choc cognitif que représente cet instant précis. Le fait de tenir l'esprit de quelqu'un. Voilà. L'étudiant observe une masse humide, légèrement gélatineuse, ça ressemble un peu à du tofu, et ça pèse à peine 1,5 kg. C'est pas grand-chose physiquement. Non, c'est modeste. Mais la réalisation frappe d'un coup. Quelques heures auparavant, cet objet organique contenait un univers tout entier. Un univers de pensée. Des pensées, des perceptions de couleurs, des souvenirs d'enfance, des peurs. En général, la mécanique du corps est intuitive. Oui, on comprend comment ça marche. Un cœur qui se contracte, c'est une pompe. Les poumons fonctionnent comme des soufflets. Le foie est un filtre. L'anatomie reflète la fonction en somme. C'est l'idée. Mais le cerveau défie totalement cette logique. Parce qu'il n'y a pas de mouvement visible. Rien dans l'arrangement de cette graisse et de ces protéines ne laisse deviner la capacité à générer une expérience subjective. Comment la matière devient ressentir? C'est la grande question. C'est ce décalage qui a nourri le dualisme de Descartes pendant des siècles. La fameuse séparation stricte entre l'esprit et la matière. Exactement. Et cette notion survit aujourd'hui sous d'autres formes. Par exemple, avec le concept du zombie philosophique. Ah, l'épée zombie de David Chalmers. Tu connais bien? Oui, c'est très connu. C'est l'idée d'un être identique à nous physiquement. Il réagit à la douleur, il sourit. Mais à l'intérieur, il est totalement vide. Il n'a aucune expérience subjective. Le néant absolu. Mais au-delà de la philosophie pure, on commence à construire des équivalents technologiques de ça. Les zombies numériques. Oui, des choses très convaincantes, je pense aux intelligences artificielles ou aux robots Android Actroid F, des sources étudiées. Celui qui imite nos micro-expressions à la perfection. C'est ça. Mais attends, si une machine comme le superordinateur Watson d'IBM imite parfaitement l'hésitation avant de répondre à une question de Jeopardy, Oui, il faisait ça très bien. ou s'il semble afficher de la satisfaction en gagnant un jeu ultra complexe, est-ce que c'est pas un peu arrogant de notre part d'affirmer avec certitude que la machine ne ressent absolument rien? C'est une provocation légitime. Mais l'imitation d'un comportement n'équivaut pas à la genèse d'une expérience. C'est l'argument classique. Et les sources évoquent l'expérience de la chambre chinoise de John Searle pour illustrer parfaitement cette limite. Comment ça marche déjà? Imaginons une personne enfermée dans une pièce. Elle ne parle pas un seul mot de chinois. Ok. On lui glisse des questions écrites en chinois sous la porte. À l'intérieur de la pièce, elle dispose d'un énorme manuel. Un livre de règles. Exactement. Le manuel dicte des règles de manipulation de symboles. Du genre, si tel trait apparaît, dessine tel autre trait. Sans expliquer ce que ça veut dire. Jamais, la personne exécute et renvoie la réponse sous la porte. De l'extérieur, le système semble comprendre couramment le chinois. Les réponses sont parfaites. Mais à l'intérieur, la personne ne fait que manipuler des formes géométriques à l'aveugle. Elle n'a aucune compréhension sémantique de ce qu'elle écrit. Elle manipule la syntaxe sans jamais toucher au sens. C'est exactement comme ça qu'une machine performante traite l'information. Mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin,
Qu'est-ce qui prouve que notre propre cerveau n'est pas lui aussi un simple manipulateur de symboles aveugle? Juste enfermé dans notre boîte crânienne? Voilà, un ordinateur de chair. La question est troublante. D'autant plus que notre système nerveux abrite bel et bien des mécanismes totalement aveugles. On a des zombies à l'intérieur de nous. En quelque sorte, oui. Christophe Koch et Francis Crick ont identifié ce qu'ils appellent des systèmes zombies au sein même de notre biologie. Comment ça se manifeste? Ce sont des circuits neuronaux extrêmement sophistiqués qui traitent des flux massifs d'informations. Mais ils le font de manière totalement inconsciente. L'apprentissage de la conduite automobile, par exemple. C'est un bon exemple, non? C'est l'exemple parfait. Au début, quand on apprend, chaque geste exige une concentration phénoménale. Il faut regarder les pédales, le levier. On est hyper conscient de tout. Mais après quelques années, on peut conduire sur des kilomètres tout en pensant à un problème super complexe. On arrive à destination sans aucun souvenir du trajet. C'est parce qu'une entité inconsciente, un circuit zombie, a pris les commandes de ton véhicule. Ça fait presque peur dit comme ça. Et ces circuits résident dans des structures spécifiques du cerveau, comme les ganglions de la base. Leur efficacité est redoutable. Et on s'en rend compte surtout quand ça casse. Exactement. On prend conscience de leur puissance lorsqu'ils dysfonctionnent. Le syndrome de Gilles de la Tourette illustre bien ce dérèglement. Le patient ne contrôle plus ses gestes. Le patient peut émettre des sons ou exécuter des gestes complexes involontairement. Le système moteur est court-circuité par ces modules automatiques. Ça échappe au contrôle conscient. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui, Oui, parce que si une grande partie de notre propre cerveau fonctionne déjà comme un robot aveugle, que se passe-t-il quand on tente de recréer cette architecture artificiellement? tu penses au projet Blue Brain. Absolument. Cette initiative gigantesque qui vise à simuler informatiquement un cerveau entier, neurone par neurone. Un projet titanesque. Si on parvient à répliquer l'exactitude de chaque décharge électrique sur des puces en silicium, est-ce que cette simulation va soudainement s'allumer et devenir consciente? Eh bien, selon nos sources, la reproduction matérielle d'une architecture ne garantit pas l'émergence de la conscience, même à l'échelle synaptique. Pourquoi ça ne marcherait pas? C'est le cœur du problème. Simuler un cerveau méticuleusement pourrait très bien aboutir à la création du zombie numérique ultime. Un programme très convaincant mais vide. Un programme qui prétendrait avoir des émotions, qui posséderait des souvenirs encodés, mais pour qui tout serait noir à l'intérieur. Copier l'activité électrique ne suffit pas en fait. Non. Il manque la compréhension des principes fondamentaux, ce qui transforme un traitement d'information en une expérience réellement ressentie. Et ce besoin impérieux de distinguer un système conscient d'un système vide, ça ne se cantonne pas au serveur informatique. Non, malheureusement. C'est littéralement une question de vie ou de mort dans la pratique médicale. C'est ce qui nous amène à des scénarios cliniques assez terrifiants. Les urgences médicales. Oui, on connaît tous la peur viscérale du réveil péropératoire. Le fait de se réveiller pendant une chirurgie. Être sur la table d'opération sous l'effet des curares qui paralysent entièrement les muscles, mais l'esprit émerge de l'anesthésie. Une situation effroyable. Entendre les chirurgiens parler, ressentir la douleur, mais être emprisonné dans un corps immobile, incapable de cligner d'un œil pour signaler qu'on est là. Il y a la technique de l'avant-bras isolé d'ailleurs pour tester ça. Oui, on isole un bras du curare avec un garrot pour que le patient puisse bouger la main s'il est conscient. Je me demande comment on en est arrivé à créer des situations médicales où le corps et l'esprit sont à ce point déconnectés. Historiquement, la mort de l'un entraînait la mort de l'autre assez vite. Si on relie ça à une perspective plus large, la peur d'être piégé en soi-même traverse les époques. C'est pas nouveau. Les Victoriens inventaient des cercueils équipés de clochettes à la surface par terreur d'être enterrés vivants. Les fameux cercueils de sécurité. Mais la rupture technologique dont tu parles s'est produite au milieu du XXe siècle. Plus précisément en 1952. Que s'est-il passé? Lors d'une terrible épidémie de poliomyélite à Copenhague, le médecin danois Bjørn Ibsen a mis au point la ventilation mécanique. Le poumon d'acier et les respirateurs. En insufflant artificiellement de l'air dans les poumons des patients paralysés, il a complètement redessiné la frontière entre la vie et la mort. L'arrêt respiratoire n'était plus une sentence définitive. Exact. C'était une avancée majeure, mais qui a profondément brouillé les cartes. Parce qu'on maintient le corps en vie artificiellement. On s'est mis à maintenir une oxygénation des organes, même lorsque le cerveau était détruit. Ce qui a créé de nouveaux états. Ça a forcé un comité de l'université Harvard en 1968 à formaliser un nouveau diagnostic. La mort cérébrale. Oui, Un corps qui respire, dont le cœur bat grâce aux machines, mais dont le cerveau est irrémédiablement éteint.
Sauf que cette maîtrise de la réanimation a aussi donné naissance à des états intermédiaires vertigineux, Des zones grises. des sortes d'îles de conscience perdues. Après un coma, par exemple, on observe parfois le syndrome d'éveil non répondant. L'état végétatif. Les yeux sont ouverts, il y a des cycles de sommeil, mais aucune interaction volontaire. Et puis, il y a le cauchemar absolu, le locked-in syndrome. Le syndrome d'enfermement. Une petite lésion dans le tronc cérébral sectionne les voies motrices. Le patient est parfaitement lucide, son intelligence est intacte, Mais il est pétrifié. parfois seulement capable de communiquer par de minuscules mouvements oculaires vers le haut ou le bas. Si quelqu'un est totalement figé, comment on sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? On ne peut pas juste deviner, c'est un véritable travail de détective clinique pour le corps médical. C'est quoi les niveaux de détection? Le premier niveau historiquement, c'est l'évaluation basée sur l'observation motrice. Le comportement? Demander de serrer la main, de suivre un objet du regard, Mais face à un locked-in syndrome extrême, ou sous anesthésie paralysante, la commande motrice est brisée. L'absence de mouvement ne signifie pas l'absence d'esprit. c'est ce qui a poussé les chercheurs à contourner le cœur. Passer au niveau 2 pour interroger directement le cerveau. L'expérience avec l'IRMF. En 2006, Adrian Owen et Stephen Lorace ont mené cette expérience fondatrice. Avec une patiente apparemment inconsciente. Diagnostiquée en état végétatif, oui. Placée dans le scanner, on lui a demandé d'imaginer qu'elle jouait au tennis. Juste par la pensée? L'IRMF a révélé une activation fulgurante de son aire motrice supplémentaire, identique à celle d'un cerveau sain. C'est incroyable. Puis, on lui a demandé de s'imaginer en train de marcher pièce par pièce dans sa maison. Et cette fois, c'est le réseau de la navigation spatiale qui s'est illuminé. Elle était consciente, piégée, et elle utilisait le flux sanguin de son cerveau pour crier qu'elle était là. C'est une percée monumentale. Mais la méthode me semble avoir des limites pratiques énormes. Maintenir une concentration intense pour imaginer un match de tennis pendant des heures dans un tube bruyant, c'est épuisant même en pleine santé. La fatigue est un vrai frein. Et si la personne souffre d'aphasie à la suite de sa lésion cérébrale? Si elle ne comprend tout simplement plus la consigne verbale de jouer au tennis? Son cerveau ne s'illuminera pas. Pourtant, elle pourrait très bien ressentir la douleur ou l'angoisse de la situation. Tu touches du doigt la limite critique de cette approche. Exiger la compréhension du langage et la volonté d'accomplir une tâche mentale. C'est un critère beaucoup trop restrictif pour détecter la conscience pure. Il faut passer au niveau 3. Ouvrir la boîte noire. Trouver une méthode indépendante du traitement de l'information externe. Il fallait chercher la signature intrinsèque de l'expérience subjective, directement dans la matière elle-même. Historiquement, cette quête a inspiré des approches assez farfelues, d'ailleurs. Comme Duncan McDougall au début du XXe siècle. Il pensait pouvoir peser l'âme en plaçant des mourants sur des balances de précision en 1907. Le fameux mythe des 21 grammes. Il croyait avoir trouvé une perte de 21 grammes à l'instant du décès. Une aberration méthodologique totale. Pour trouver la vraie signature matérielle, il faut scruter l'architecture même du cerveau. Et là, on se heurte à un paradoxe anatomique massif. Lequel? Regardons le cervelet à l'arrière du crâne. Il contient à lui seul environ 70 milliards de neurones. C'est 4 fois plus que tout le reste du cerveau. Il est extrêmement dense. Elle est venue consulter pour des vertiges, Et les scanners ont révélé quoi? qu'elle était née sans cervelet. Juste un espace vide rempli de fluide cérébrospinal. Et pourtant, elle mène une vie normale, elle réfléchit, elle ressent. Le contraste est saisissant. D'un côté, on peut amputer 70 milliards de neurones sans altérer la conscience. Et de l'autre côté, On observe le système thalamo-cortical, l'écorce cérébrale et son relais central. Ce système ne compte que 16 milliards de neurones. c'est peu en comparaison. Mais une lésion même modeste dans cette zone anéantit définitivement l'expérience subjective. La conscience n'est manifestement pas une question de quantité de matière ou de puissance de calcul brut. Mais attends, l'énigme s'épaissit encore quand on dort. Lors du sommeil profond, on plonge dans le néant. Pourtant, les neurones ne s'éteignent pas. L'activité électrique continue. C'est un point fondamental. En sommeil profond, les neurones du cortex sont tout aussi actifs qu'à l'état de veille. Ils déchargent presque à la même fréquence. Alors pourquoi on perd conscience? Ce qui change dramatiquement, c'est la dynamique de leur communication. Ils tombent périodiquement dans ce qu'on appelle des down states, des états de repos hyperpolarisés. Comment on peut visualiser ça? Imagine un stade rempli de dizaines de milliers de personnes. À l'état de veille, ces personnes discutent en petits groupes, s'échangent des messages complexes. Des réseaux d'informations subtils. Voilà. Mais en sommeil profond, tout le stade se met à faire la hola.
Tout le monde se lève en même temps, puis s'assoit en même temps. L'activité globale est immense. Mais la capacité du système à échanger des informations différenciées est détruite par cette synchronisation massive. La structure de la communication s'effondre. Et le paradoxe final, ce sont les rêves. Oui, En sommeil paradoxal, notre corps est déconnecté des entrées sensorielles. On est chimiquement paralysé. totalement isolé du monde extérieur. Pourtant, on génère un monde entier. Le rêve prouve que l'expérience consciente s'autogénère. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est la grande question. Comment relier une femme sans cervelet, les holas du sommeil profond et la création de mondes virtuels la nuit? Il nous faut une théorie unificatrice. La solution réside dans un changement radical de point de vue. C'est ce qu'incarne la théorie de l'information intégrée, l'IIT. La fameuse théorie de Tononi. Au lieu de disséquer la matière en espérant y trouver la pensée, l'IIT adopte la démarche inverse. Partir de la phénoménologie. Elle part des propriétés essentielles de l'expérience consciente elle-même pour déduire les caractéristiques physiques que le système doit posséder. Cette théorie s'articule autour de deux piliers fondamentaux. L'information et l'intégration. Décortiquons ces piliers. Commençons par l'information. Une précision d'abord, on ne parle pas d'information au sens informatique du terme. Pas comme un fichier téléchargé sur un disque dur. Exactement. Prenons l'expérience de la photodiode. C'est un petit capteur qui s'allume sous la lumière et s'éteint dans le noir. Ok. Place cette photodiode face à un écran noir, elle se met sur l'état off. Place un être humain face au même écran, il perçoit l'obscurité. Le résultat comportemental semble identique. Mais la réalité interne est incommensurable. Pour la photodiode, l'état off n'exclut qu'une seule alternative, l'état on. C'est un bit d'information. C'est binaire. Alors que pour le cerveau humain, percevoir un écran noir implique d'éliminer des milliards d'autres expériences possibles. C'est vrai que quand je vois du noir, je ne suis pas en train de regarder un coucher de soleil. Tu ne ressens pas une douleur fulgurante. Je n'écoute pas du jazz, ni ne me remémore un souvenir d'enfance. L'expérience de l'obscurité est spécifique précisément parce qu'elle exclut un vaste répertoire d'états. C'est le principe de différenciation. Information, dans ce contexte, c'est la capacité d'un système à sélectionner un état précis parmi des milliards d'alternatives. La conscience nécessite une complexité inouïe. Ce qui nous amène au deuxième pilier, l'intégration. Parce que si la complexité suffisait, l'appareil photo numérique de mon téléphone serait conscient. Exactement. Prends un capteur d'un mégapixel. Il contient 1 million de photodiodes. Il peut créer des milliards d'images différentes. Il a un répertoire d'états gigantesque. Mais si tu prends un scalpel et que tu coupes ce capteur physique en deux, que se passe-t-il? Rien ne change vraiment pour les composants. Les pixels de droite continuent d'enregistrer la lumière exactement comme avant. Sans se soucier des pixels de gauche? Le capteur n'est pas une entité unique, c'est juste 1 million de petits composants isolés, rangés dans la même boîte. Et voilà la distinction cruciale avec le cerveau humain. L'expérience consciente est unifiée par nature. On ne perçoit pas le côté gauche de notre champ visuel indépendamment du côté droit. L'expérience forme un tout. Si on tente l'expérience du scalpel sur le cerveau, les conséquences sont drastiques. Comme chez les patients split brain. Quand le corps calleux qui relie les deux hémisphères a été sectionné pour traiter de graves épilepsies, la conscience se divise littéralement. L'information n'est plus intégrée. Pareil lors d'un grave traumatisme crânien où les axones sont déchirés. Les neurones sont vivants, mais la connectivité globale est rompue. Sans intégration, la conscience s'évanouit. Donc la formule de la conscience, c'est cette combinaison précise, une capacité à générer une diversité d'informations, mais qui doivent obligatoirement être tissées ensemble. Pour former un tout indivisible. C'est ce double impératif qui a permis d'élaborer une métrique mathématique. La mesure de la conscience, la fameuse lettre grecque phi. Phi quantifie la capacité d'un système à générer de l'information en tant qu'entité unifiée, au-delà de la simple addition de ses parties. Et ça résout nos paradoxes anatomiques. Le système thalamo-cortical est organisé pour maximiser phi, Il est densément interconnecté par d'innombrables boucles de rétroaction. alors que le cervelet est organisé en petits modules parallèles qui communiquent peu entre eux. Le cervelet ne forme pas un grand réseau intégré, sa valeur de phi est négligeable, et c'est pour cela qu'il reste inconscient. Le parcours qu'on vient de faire est vertigineux. On est parti d'une table d'autopsie avec de la matière inerte On est passé par les patients piégés dans leur corps. pour finir sur les confins mathématiques de la théorie de l'information intégrée. Ça change complètement notre regard sur le quotidien. Il y a une idée poignante là-dedans. Pensez que chaque nuit, en s'endormant profondément, cet équilibre miraculeux de l'information intégrée se brise momentanément. Les fameuses holas du sommeil. La valeur de notre phi s'effondre. La conscience n'est pas une magie mystique.
C'est une architecture précaire et précieuse de la matière. Un équilibre parfait entre diversité et unité. C'est beau de le voir comme ça. Cela soulève une question importante pour l'avenir, Laquelle? sur l'évolution de cet équilibre. C'est vrai. On peut pousser la réflexion encore plus loin pour ceux qui nous écoutent. Si la conscience se mesure réellement par cette valeur mathématique phi, basée sur l'intégration, que se passera-t-il dans un avenir proche? Quand la technologie s'en mêlera. Quand les cerveaux humains commenceront à être connectés directement à des intelligences artificielles ou à des réseaux globaux, Les interfaces cerveau-machine. notre conscience individuelle va-t-elle se diluer dans le réseau à bout ou est-ce qu'on va atteindre une valeur de phi si gigantesque que l'humanité entière deviendra une seule et même entité consciente? C'est une pensée fascinante. Une réflexion qu'on laisse en suspens pour nourrir les pensées. On célèbre le miracle quotidien d'être un amas de matière capable de s'émerveiller de sa propre existence. À très vite pour une prochaine plongée.